Bonjour tout le monde. On va commencer. On va commencer par le placenta prévia et puis on va faire les maladies infectieuses et grossesse. Très bien. Le placenta prévia, bien sûr, c'est l'une des autres causes à l'origine de métrorragie du troisième trimestre. On a un peu parlé dans les différents cours. C'était quoi? Mais aujourd'hui, vous allez très bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un placenta prévia. D'accord? Bien sûr, parmi les anomalies de l'insertion placentaire, le placenta prévia est la plus courante et correspond à un placenta inséré sur le segment inférieur, bien sûr, une partie ou bien la totalité. Les autres, bien sûr, problèmes d'insertion, c'est surtout vers, bien sûr, la profondeur. C'est beaucoup plus le placenta accreta, le placenta increta et le percreta. Bien sûr, c'est une anomalie qui est très pourvoyeuse de métrorragie, d'accord? Surtout à partir du troisième trimestre. Risque important de prématurité parce que parfois, quand cette métrorragie elle est importante, on est obligé d'extraire le fœtus, d'accord, à un âge bien sûr prématuré. Et bien sûr, il faut savoir que les antécédents de césarienne, d'accord, c'est à cause des cicatrices qui sont sur l'endomètre. Là, bien sûr, ça reste un très grand facteur de risque d'avoir un placenta qui va, bien sûr, être sur ces positions de Bransell. Bien sûr, on a déjà parlé du segment inférieur. C'est quoi? C'est ce segment-là, d'accord, qui se forme pendant la grossesse, au dépend, bien sûr, de l'isthme du col avec une petite partie du col. C'est bien sûr cette partie-là qui fait en hauteur, d'accord, qui est d'une dizaine de centimètres en hauteur. Normalement, le placenta, il doit s'insérer, d'accord, dans une partie qui est un peu plus loin que le segment inférieur. Bien sûr, par définition, le placenta prévia, c'est un placenta qui s'insère en partie ou bien en totalité sur le segment inférieur. D'accord? Bien sûr, comme le segment inférieur mesure environ 10 centimètres à terre, d'accord? Un placenta est dit pas inséré s'il s'insère à moins de 10 centimètres de l'orifice interne du col utérin. Ça veut dire qu'il est inséré à 10 centimètres de l'ouverture de l'orifice interne du col. D'accord? Sur cette région-là, qu'il soit en antérieur ou bien en postérieur. Bien sûr, le placenta normalement, il est le plus souvent phendique ou bien latérophendique, mais parfois, il est bien sûr bas situé et parfois même, il est recouvrant. Ça veut dire qu'il recouvre tout le col, tout l'orifice interne du col utérin. D'accord? Alors ici, dans ce cas-là, bien sûr, ça rend impossible l'accouchement par les voies naturelles. Bien sûr, ça, on a déjà vu le placenta. Ça, c'est les membranes. Ça, c'est la phase fœtale. D'accord? Bien sûr, ce qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre après comment lors de l'examen du délai, comment on fait le diagnostic après un accouchement d'un placenta pas inséré. Vous avez là le col. Généralement, la rupture de la poche des os, elle se fait à ce niveau-là. D'accord? Et bien sûr, quand vous avez, après la délivrance, vous allez bien sûr examiner le placenta, la face fœtale et la face maternelle, mais surtout mesurer,
bien sûr, les bords des membranes, d'accord? Et en les mesurant, si vous trouvez le plus petit des bords qui est inférieur à 10 centimètres, ça veut dire que vous aviez, bien sûr, un placenta qui était bas inséré, parce que la rupture se fait là, d'accord? Et bien sûr, l'un des bords, par exemple, si on prend ce bord-là, c'est le petit bord, et là, c'est le plus grand bord, d'accord? Des membranes. Et dans ce cas-là, quand vous allez mesurer le petit bord-là, il mesure moins de 10 centimètres, ça veut dire le placenta, il était bien sûr bas inséré sur le segment inférieur, vu que le segment inférieur fait environ 10 centimètres. C'est comme ça, à la délivrance, qu'on fait le diagnostic bien sûr, de placenta qui était prévert, mais qui n'a pas saigné, par exemple, ou bien qui n'a pas donné de conséquences. C'est à la délivrance qu'on le découvert. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que, bien sûr, la prévalence partout dans le monde, elle varie de 0,5, d'accord, 0,5%, soit une grossesse sur 200, d'accord. Mais je pense actuellement, ça sera encore plus, vu, bien sûr, les utérus cicatriciels qu'il y en a. Bien sûr, la prévalence du placenta prévia semble être en augmentation, bien sûr, surtout avec l'augmentation des césariennes et surtout de la procréation médicalement assistée, parce que quand vous injectez les embryons, parfois, bien sûr, ces embryons-là se nitent à un niveau qu'après leur évolution et la placentation, ben, ce placenta se retrouve au niveau du segment inférieur. Bien sûr, le diagnostic il est classiquement réalisé soit fortuitement au cours d'une échographie de suivi obstétrical, parce que normalement, une grossesse qui est bien suivie, on a bien sûr les 3 échos qui sont faits au premier trimestre, au deuxième trimestre et au début du troisième trimestre. Ça veut dire au deuxième et au troisième trimestre, on doit toujours, bien sûr, vérifier la situation du placenta. Alors, le diagnostic, normalement, il est fait avant qu'on ait une symptomatologie. Mais parfois, il y a des grossesses que soit elles ont été mal suivies ou bien l'opérateur n'a pas recherché, bien sûr, la situation du placenta à l'échographie. Alors, on aura tendance à avoir des métrorragies pendant le troisième trimestre. Et bien sûr, il y a des cas asymptomatiques qui se révèlent soit quand le travail, bien sûr, soit lors du travail ou bien parfois même après la délivrance en examinant bien sûr le délivre. Pour la classification, bien sûr, on a une classification anatomique, mais sur le plan pratique, c'est beaucoup plus la classification, bien sûr, échographique qui va nous permettre de situer ce placenta et de même le typer. D'accord? Bien sûr, sur le plan anatomique, pendant la grossesse, la classification traditionnelle distingue plusieurs types de placenta prévia en fonction de la situation du placenta par rapport à l'orifice cervical interne. D'accord? Ça veut dire soit vous avez un placenta prévia latéral, d'accord? Il reste bien sûr à distance du col, mais il est situé sur le segment inférieur. D'accord? Ou bien c'est un placenta prévia marginal, là, et la fleur, le bord, ou bien et la fleur, l'orifice interne du col, mais il ne le recouvre pas. Le stade, bien sûr, 3, c'est là où on a tout le placenta. Le placenta, il recouvre en totalité cet orifice interne du col. Comme ceci. Là, bien sûr, vous avez euh, euh,
un recouvrement qui est total, d'accord, et complet. Là, c'est partiel. Là, c'est le stade 3. Là, c'est marginal, c'est quand vous avez, bien sûr, il atteint le col, il atteint l'orifice interne du col, mais vraiment, il affleure, il fait que l'affleurer. D'accord? Bien sûr, latéral, c'est quand vous avez le placenta qui est, bien sûr, à distance du col. D'accord? Soit 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm de cet orifice-là, mais il est bien sûr, il est inséré sur le segment inférieur. Ça, c'est le stade anatomique. Bien sûr, dans la pratique, on ne peut pas, bien sûr, voir comme ça le placenta, mais c'est à l'échographie. Là, c'est juste euh, pour vous montrer. Là, c'est latéral, d'accord? Mais ça peut être plus que cette distance-là. Là, il est marginal ou bien il affleure le col. La couverture partielle, la complète. La classification qui nous intéresse, bien sûr, c'est la classification échographique. Ça, l'échographie, bien sûr, qu'on va essayer de, bien sûr, voir où est situé le placenta. Bien sûr, la classification, c'est la classification de B6, d'accord? Elle est réalisée systématiquement si on a bien sûr tendance à avoir un placenta qui est bas inséré. On doit rechercher le type de ce placenta par rapport surtout au col utérin. D'accord? Là, pour avoir bien sûr, pour bien voir les repères, d'accord, il faut bien remplir la vessie parce que c'est par rapport à la vessie, bien sûr, qu'on arrive à typer ces différentes situations. D'accord? Bien sûr, vous avez, euh, vous avez comme ça. D'accord? On demande à la malade, si elle n'a pas une vessie bien remplie, de, bien sûr, boire de l'eau. D'accord? Et là, vous allez, bien sûr, typer selon le placenta, selon la situation par rapport à la vessie et le col utérin. D'accord? Là, par exemple, c'est un exemple où le placenta, il recouvre en totalité, bien sûr, le corps. Là, on a le bord inférieur du placenta. D'accord? Il vient de l'antérieur et il va vers le postérieur. Là, vous avez un placenta qui est vraiment recouvrant en totalité. Pour ces types-là, c'est par rapport, bien sûr, à la vessie. Alors, soit on a un placenta en antérieur, d'accord, il est bas inséré, mais il siège en antérieur, soit au contraire, c'est en postérieur, d'accord, et il vient vers l'antérieur. Ça dépend du bord inférieur ou bien la limite inférieure du placenta. Pour les placentas prévient en antérieur, on a le type 1, c'est quand la limite inférieure du placenta atteint le tiers supérieur de la vessie. D'accord? Vous avez schématiquement comme ça, bien sûr, la vessie. D'accord? Ici, c'est la vessie. Et là, bien sûr, vous avez le placenta avec des petites pointillées. D'accord? Là, c'est la vessie, ça, c'est le placenta. Là, c'est le liquide amniotique en blanc. D'accord? Pour les antérieurs, pour les placentas qui sont insérés en antérieur. Bien sûr, le schéma ici, il est meilleur. Là, vous avez votre vessie. À l'échographie, il y a le col, mais ce qui nous importe, c'est la vessie. Quand le placenta atteint le tiers supérieur de la vessie, là, on dit qu'il est de type 1. C'est important pour, bien sûr, pour prévoir les métrorragies et surtout pour voir quelle est, bien sûr, la voie d'accouchement.
Là, quand c'est le tiers supérieur, c'est le type 1. Quand c'est les deux tiers, c'est bien sûr le type 2. Quand il atteint le col, c'est le type 3. Et quand il le dépasse, c'est le type 4. D'accord? Là, généralement, le type 4, il est bien sûr recouvrant. Là, c'est juste le laïus. D'accord? Par exemple, 1, c'est la limite inférieure du placenta atteint les tiers supérieurs. D'accord? Le tiers supérieur. La limite pour le type 2, elle atteint les deux tiers supérieurs. D'accord? Ça veut dire qu'elle dépasse la moitié de peu, de peu. Et le type 3, c'est bien sûr l'atteinte du col utérin. Soit, bien sûr, généralement, c'est comme le marginal. D'accord? Dans la classification anatomique. Là, c'est latéral. C'est les deux types ici. Ça reste, bien sûr, anatomiquement, c'est un siège latéral, il est à distance du corps. Le type 4, par contre, bien sûr, cette limite-là va dépasser le col utérin, ça veut dire on est devant un placenta qui est recouvrant. Bien sûr, quand vous avez un placenta qui est vraiment recouvrant, la voie d'accouchement, elle peut que se faire par voie haute. D'accord? Pour le postérieur, là, c'est un peu différent. Ça vient du postérieur, ça veut dire on est loin de la vessie. D'accord? Donc, on est loin de la vessie, ça veut dire il peut être, bien sûr, loin du col, mais euh, par exemple, le type 3 ici, là, bien sûr, la limite inférieure va atteindre le tiers inférieur de la vessie, ça veut dire elle a dépassé le col utérin. D'accord? C'est ici. Le type 1, bien sûr, on a là, le placenta. Ça, c'est en postérieur. Le placenta, il est inséré en postérieur et il vient vers l'antérieur. Ça, bien sûr, le type 1, c'est quand il y a une distance du col. D'accord? Le type 2, il affleure le col. Le type 3, il atteint le tiers inférieur de la vessie. Là, déjà, il est recouvrant par le col. Contrairement, bien sûr, au type 3 de l'antérieur où il affleure juste le col. Là, on atteint le tiers inférieur de la vessie. Et bien sûr, le type 4, on atteint le dôme vésical. Là, bien sûr, là aussi, c'est un recouvrant. C'est ça, en général, d'accord, la classification de PCI, c'est ce qu'on utilise en pratique avec l'échographie. D'accord? Bien sûr, il faut apprendre cette classification, parce qu'elle est très, très importante pour que même si vous serez que généraliste, au moins vous saurez bien sûr interpréter les échographies. Là, bien sûr, c'est la plus utilisée en pratique. Bien sûr, il y a ici, je vous ai mis quelques exemples. Là, par exemple, quand vous n'avez pas la vessie, vous ne pouvez pas, bien sûr, vous pouvez pas classer votre placenta, mais on peut reconnaître ici le col, d'accord? Là, c'est le canal cervical, le col, et là, vous avez le placenta qui, de l'antérieur, vient vers le postérieur, et son bord inférieur, il dépasse, bien sûr, le canal cervical, et il le recouvre en totalité. Là, vous avez aussi un type 4, d'accord, parce que il vient de l'antérieur et le bord inférieur, il dépasse largement le col utérin, d'accord. Là aussi, c'est un placenta qui est postérieur, d'accord, il vient du postérieur et il atteint, bien sûr, le tiers inférieur de la vessie. C'est un type 3, toujours avec bien sûr, un recouvrement en totalité du col. Là aussi, on voit bien le col, la vessie, et là, bien sûr, ça atteint vraiment le dôme vésical, d'accord? Et c'est bien sûr un placenta qui recouvre en totalité le col utérin.
Sur le plan physiopathologique, bien sûr, le mécanisme physiopathe de l'insertion basse du placenta, elle est mal connue, mais il y a deux théories qui vont, bien sûr, nous expliquer comment ce placenta se trouve à cet endroit-là, qui est, bien sûr, très bien. Bien sûr, il faut savoir la présence des lésions endométriales et de cicatrices utérines. C'est un facteur favorisant, bien sûr, bien démontré parce qu'on constate beaucoup de placenta prévia sur les utérus cicatriciels. Bien sûr, ces théories, la première théorie, c'est que l'implantation, d'accord, quand l'œuf va se nider, il va se nider, bien sûr, dans un segment très très bas, d'accord, de l'utérus. Alors, il va, bien sûr, plus tard, quand l'utérus, bien sûr, se développe, le segment inférieur, le placenta va se retrouver au niveau du segment inférieur. La deuxième théorie, c'est quoi? C'est la plus privilégiée, bien sûr, selon les auteurs. C'est un défaut de trophotropisme. Bien sûr, le placenta se développant normalement préférentiellement vers le fond utérin, car c'est mieux vascularisé que, bien sûr, le bas. Le placenta s'atrophie progressivement au regard des zones moins bien vascularisées. D'accord? C'est bien sûr là, cette théorie aboutit normalement dès que le segment inférieur commence à se développer, ça veut dire qu'il va s'appauvrir en muscles et s'appauvrir en vascularisation. Normalement, le placenta, d'accord, ce qui est inséré sur ces zones-là, va bien sûr s'atrophier progressivement et va favoriser le développement des parties qui sont au niveau du fond utérin. D'accord? Bien sûr, ça reste des théories, ce n'est pas vraiment prouvé. D'accord? Mais il faut juste savoir que la cause, elle est inconnue jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ce qui nous intéresse, bien sûr, le placenta, il est là, il n'est pas inséré. C'est bien sûr le mécanisme qui va nous entraîner les hémorragies. Il faut savoir que j'en ai déjà parlé qu'à partir, bien sûr, du troisième trimestre, il y a ce qu'on appelle les contractions physiologiques de Braxton Hicks. C'est des petites contractions musculaires utérines, mais elles n'ont rien à voir avec les contractions du travail. D'accord? Bien sûr, parfois, si on a une menace d'accouchement prématuré et un placenta pas inséré, là, bien sûr, on aura un saignement à cause de ces contractions. Bien sûr, généralement, au troisième trimestre, on a ces contractions physiologiques, d'accord? Bien sûr, elles sont plus fréquentes et plus intenses selon le terme. Le col utérin se raccourcit et l'ampliation du segment inférieur est plus rapide que la croissance placentaire, ce qui favorise l'apparition d'un clivage entre le placenta et le myomètre. Ça veut dire, à cause de ces contractions, on aura un étirement du placenta au niveau du segment inférieur et ça va nous faire quelques décollements qui vont bien sûr avoir comme conséquence un saignement et bien sûr ça va s'écouler en dehors de l'utérus et ça va se manifester sous forme de métrorragie. Bien sûr, la présence d'hémorragie génitale provoque également une augmentation de la contractilité utérine, ça veut dire que c'est un cercle vicieux. Dès qu'il y a un saignement, il y a bien sûr une stimulation des contractions utérines et parfois même il y a une entrée en travail. Lors de la mise en travail, bien sûr, là, quand il y a le travail qui va se mettre, ou bien c'est une menace d'accouchement prématuré, la dilatation cervicale associée à la rétraction des fibres myométriales est à l'origine du décollement d'une fraction de plus en plus grande du placenta. Là, quand vous avez l'entrée en travail, les contractions sont bien sûr plus importantes et généralement, le placenta à ce niveau-là, il est bien sûr très étiré et par conséquent, on aura des décollements et un saignement
bien sûr, qui peut être important. D'accord? Là, c'est généralement comme ça que le placenta prévia va, bien sûr, saigner. Pour l'origine de l'hémorragie, il faut savoir que cette hémorragie, généralement, elle est d'origine maternelle, d'accord? Dans 90% des cas, c'est le sang maternel qui est, bien sûr, qui est expulsé lors de ce décollement-là, parce qu'il se fait, bien sûr, généralement, sur la face maternelle. Bien sûr, c'est principalement par l'intermédiaire des sinus veineux de la caduque qui reste béant. L'origine fœtale, bien sûr, elle se fait par lésion des villosités choriales. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un déchirement du placenta jusqu'à nous causer des lésions au niveau des villosités choriales pour que, bien sûr, pour qu'il y ait une participation d'un sang qui est d'origine fœtale. D'accord? C'est environ 10% des cas où on a bien sûr, un son fœtal qui est associé, bien sûr, dans ces métrorragies. Alors, toujours, quand vous avez un PP, il faut toujours vérifier la vitalité fœtale, bien sûr, et surtout par un enregistrement cardiaque fœtal pour dépister une anémie, voire même, bien sûr, une souffrance fœtale. D'accord? Pour les facteurs de risque, bien sûr, je vous ai dit le plus important, c'est les cicatrices utérines. D'accord? Bien sûr, c'est les antécédents de césarienne. Et bien sûr, ce risque-là, il est augmenté avec le nombre de césariennes antérieures. D'accord? Il est doublé à chaque fois que la femme, bien sûr, ait subi une autre césarienne. Bien sûr, les antécédents de chirurgie utérine, d'accord, que ce soit myomectomie, que ce soit bien sûr une intervention pour réparer une anomalie utérine, d'accord, tout ça, bien sûr, crée des cicatrices et là, c'est un facteur de risque. Bien sûr, les curages pour les grossesses arrêtées ou bien sûr l'endomètre, il est vraiment altéré, d'accord? Si on fait un curage ou bien avec une curette, là, on a tendance à, bien sûr, blesser cet endomètre et il va avoir des cicatrices. Bien sûr, on a le tabagisme, c'est un facteur de risque avec la cocaïne. L'âge maternel qui est élevé, surtout supérieur à 40 ans, ça reste un facteur de risque. Chez les multipares aussi, d'accord? Là aussi, peut-être c'est pas l'effet de cicatrices utérines. Les grossesses multiples, généralement le placenta il est très très gros, ou bien on a bien sûr des placentas différents. Chaque bébé il a son placenta et là parfois ça déborde vers bien sûr le segment inférieur. Les fécondations in vitro, quand vous bien sûr vous faites le transfert des embryons vers la cavité utérine, là, il y a un gros risque que, bien sûr, il y ait une implantation bas insérée. Les antécédents aussi de placenta prévia, là aussi, on a on a des récidives qui sont fréquentes. D'accord? Pour la morbidité, bien sûr, la morbidité maternelle, elle est très, très fortement augmentée parce que c'est une métrorragie. Ça peut entraîner, bien sûr, un choc hémorragique. Bien sûr, dominé par la survenue d'hémorragie, aux conséquences parfois gravissimes. Bien sûr, les complications et les risques relatifs associés sont l'hystérectomie d'hémostase. Parfois, bien sûr, il y a des hémorragies du postpartum, d'accord? Parce que je vous ai dit que le segment inférieur, tellement il n'est pas riche en fibres musculaires, surtout la couche plexiforme qui est absente ou bien quasi absente,
là, on a tendance à avoir, bien sûr, une hémostase qui est mal faite. D'accord? Alors, on a tendance à avoir des hémorragies de la délivrance qui peuvent aller jusqu'à l'hystérectomie d'hémostase. Bien sûr, on a aussi beaucoup de transfusions pendant, bien sûr, ces épisodes d'hémorragie, ou bien même après. Et là, bien sûr, ça reste un risque, bien sûr, de morbidité. Bien sûr, on a le risque d'avoir un placenta accreta, d'accord, surtout si c'est un antécédent de césarienne et vous avez le placenta qui est bien sûr prévia, il faut toujours vérifier que ce n'est pas un placenta accreta. D'accord? Normalement, un placenta accreta, s'il est en totalité accrétisé, normalement, il ne saigne pas. D'accord? Parce qu'il ne peut pas se décoller, il est bien ancré dans le myomètre. Mais parfois, on a des placentas qui sont partiellement accrétas. Alors, on a bien sûr des zones où ce n'est pas accrétisé et tellement c'est pas inséré, ces zones-là vont bien sûr saigner. Il faut faire très très attention. Bien sûr, il faut rechercher est-ce que ce n'est pas un placenta accréta dans tous les cas, surtout si on a un antécédent d'un utérus cicatriciel ou bien multicicatriciel. Bien sûr, la morbidité elle est due à l'anesthésie générale. On peut avoir aussi des hématomes rétroplacentaires, surtout si, bien sûr, le placenta il est latéral. Les accouchements par césarienne, bien sûr. Le risque, l'accouchement par césarienne, parce que il faut savoir que le risque de césarienne, il est 2 fois plus que le risque d'accouchement normal. Et là, quand vous avez un placenta qui nécessite une césarienne, ça veut dire on fait une césarienne à la malade, alors on lui court un risque qui est doublé par rapport à l'accouchement, bien sûr, normal. On a aussi les risques thromboemboliques, surtout en postpartum, ou bien si la malade elle a été transfusée et on n'a pas fait attention, bien sûr, à la prévention thromboembolique. On peut avoir les septicémies, les CIVD, les OAP. Bien sûr, là, c'est quand il y a une surcharge transfusionnelle. La CIVD, bien sûr, si on n'a pas pris en charge la malade rapidement. Et bien sûr, malheureusement, parfois, c'est la mortalité maternelle. La morbidité néonatale, bien sûr, la principale cause de morbidité néonatale en cas de placenta prévia, c'est le fait que c'est un prématuré. Généralement, le placenta, dès le début du troisième trimestre, il commence à saigner, parfois même à la fin du deuxième trimestre. Bien sûr, on a 43% de risque de prématurité. Les détresses respiratoires néonatales, surtout si, bien sûr, c'est un prématuré inférieur à 34 semaines d'aménorrhée. Les admissions en soins intensifs, c'est surtout la réanimation néonatale. Les âges gestationnels moyens à l'extraction, il est d'environ 35 semaines d'aménorrhée. D'accord? Ça veut dire c'est une prématurité moyenne, mais on peut avoir, bien sûr, moins que ça, malheureusement. Bien sûr, généralement, l'APGAR, il est inférieur à 7 à 5 minutes, surtout s'il y a une souffrance fœtale qui est surajoutée. Bien sûr, il faut toujours rechercher les anémies néonatales, qui sont parfois fréquentes, dans 10% des cas, puisqu'il y a dans 10% des cas où c'est le sang fœtal qui est euh, qui est source de cette hémorragie. Et bien sûr, on a des mortalités néonatales, surtout si on a tardé à prendre en charge, bien sûr, la patiente. Pour le diagnostic, généralement, il est facile, il est bien sûr échographique. Là, à la clinique, généralement, dans 2 tiers des cas environ, on a une symptomatologie. Et cette symptomatologie, généralement, c'est l'hémorragie. Bien sûr, l'hémorragie génitale, elle est brutale, de couleur rouge et surtout, elle est indolore. D'accord? Contrairement
à la rupture utérine ou bien à la Charpé. D'accord? Bien sûr, parfois, on ne retrouve pas un facteur, d'accord, déclenchant. La femme, elle fait que saigner, il n'y a pas de contraction, d'accord? Et on ne retrouve pas un autre, bien sûr, facteur déclenchant. Bien sûr, absence de douleur abdominale, bien sûr, au dehors de quelques contractions utérines. Ces hémorragies surviennent volontiers, bien sûr, à la fin du deuxième trimestre et sont souvent récidivantes. Le bilan maternel doit comprendre, bien sûr, une évaluation du volume des pertes, d'accord? Bien sûr, si on peut cueillir le sang qui est perdu. Bien sûr, on doit avoir le taux d'hémoglobine, d'accord? Bien sûr, un bilan sanguin complet et bien sûr, surveiller la malade, scoper votre malade pour avoir la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Bien sûr, habituellement, il existe, c'est très très important cliniquement, un relâchement, un bon relâchement utérin entre les contractions si celles-ci, elles sont vraiment perçues, contrairement, bien sûr, à la cherté. Et toujours faire attention à la présentation fœtale, d'accord, qui peut être, bien sûr, à cause du fait que le placenta il n'est pas inséré, surtout s'il est recouvrant, le fœtus peut avoir, bien sûr, des positions, d'accord, qui sont anormales, soit transverses, soit obliques. Toujours rechercher, bien sûr, la position du fœtus. Bien sûr, au spéculum, euh, on va vérifier que c'est un saignement d'origine utérin, d'accord? Le toucher vaginal, par contre, il faut faire très, très attention, d'accord? Il faut se dire qu'il est vraiment contre-indiqué si vous n'avez pas encore fait une échographie. Dès que vous avez une femme qui saigne, là, vous suspectez un pépé, il faut faire d'abord l'échographie, d'accord? Pour, bien sûr, éliminer un placenta recouvrant. Parce que si vous faites votre toucher vaginal et vous essayez d'entrer à travers le coq, là, vous allez, bien sûr, décoller le placenta, d'accord? Et là, ça va vous donner une hémorragie cataclysmique. Alors, il faut éviter les touchés vaginaux quand vous suspectez un placenta prévia. Il faut faire l'échographie, puis faire le toucher. Si vous constatez que c'est un pépé, ça ne sert à rien de faire un toucher si la femme n'est pas en travail. Si vous suspectez que la femme elle est en travail et vous voulez voir la dilatation du col, il faut le faire très prudemment, d'accord, et éviter, bien sûr, tout décollement du placenta. Bien sûr, il faut réaliser en urgence un URCF, un enregistrement du rythme cardiaque fœtal, d'accord, associé à une tocométrie utérine pour voir les contractions utérines et s'assurer de la bonne vitalité fœtale. Bien sûr, en cas de doute avec un début de travail, le toucher vaginal, il faut le réaliser avec prudence, d'accord? À l'échographie, c'est là où réellement on fait le diagnostic, bien sûr, d'un placenta prévia. Le diagnostic de placenta prévia est de plus en plus réalisé de façon fortuite lors d'une échographie de suivi obstétrical. Normalement, une femme qui est bien suivie, qui suit bien sa grossesse, normalement, on ne peut pas échapper à un placenta bas inséré. D'accord? Bien sûr, lors des échographies, il faut bien préciser la localisation placentaire. D'accord? C'est systématique. Dans le compte rendu d'échographie, il faut mentionner avec exactitude la localisation du placenta. Bien sûr, en cas de patiente symptomatique, l'échographie par voie suspubienne et endovaginale doit se faire en urgence afin de localiser le placenta. Là, si, par exemple, on n'a pas fait le diagnostic dans le suivi. Bien sûr, normalement, on ne peut pas échapper. Si malheureusement, c'est une femme, bien sûr, qui n'a pas suivi ou bien ils lui ont mal expliqué par rapport à ce placenta et elle vient en urgence pour saignement, il faut toujours, bien sûr, commencer à faire votre échographie pour éliminer un pépé. Pour la prise en charge,
bien sûr, elle est un peu simplifiée, d'accord? Il faut toujours se référer à la position exacte du placenta et bien sûr le typer, car ça va nous présager bien sûr, du risque de saignement. Par exemple, un placenta qui est recouvrant, il risque de saigner beaucoup plus qu'un placenta qui est latéral. Bien sûr, à la phase initiale, la prise en charge d'une hémorragie génitale en cas de placenta prévia est une urgence et nécessite d'abord d'éliminer un HRP. D'accord? Bien sûr, un HRP, contrairement au PP, euh, c'est un utérus qui est contracté et, et la malade a là des douleurs, contrairement au PP. Et bien sûr, le sang, généralement, il est noirâtre, alors que dans le placenta prévia, il est rougeâtre. La première des choses, bien sûr, même à l'échographie, on peut voir l'HRP. Si on n'arrive pas à voir, on peut éliminer un placenta pas inséré. Bien sûr, l'examen clinique de la maman à la recherche de signes de défaillance hémodynamique, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, afin, bien sûr, d'être sûr que le fœtus, il est vivant et il n'est pas en souffrance. La pose d'une voie veineuse périphérique associée à la réalisation d'un bilan sanguin, d'accord, préopératoire, bien sûr un bilan rénal, un bilan sanguin et surtout un bilan, bien sûr, d'hémostase et surtout le test de Kleihauer. Le test de Kleihauer, bien sûr, c'est pour éliminer une iso-immunisation, surtout si la mère elle est de rhésus négatif et le père rhésus positif, alors le risque que le fœtus soit du rhésus positif, elle est très très importante. Et lors d'un PP, il y a un gros risque que les cellules, les hémoglobulines, bien sûr, euh, du fait, les globules rouges du fœtus risquent bien sûr d'aller vers la circulation maternelle. Alors, il faut les rechercher par le test de Kleihauer pour bien sûr faire ou bien donner le sérum anti-D. Bien sûr, il faut réaliser une échographie de localisation placentaire. Ça, c'est bien sûr à la phase initiale. Cette attitude permet bien sûr la confirmation du diagnostic de PP, d'accord, et bien sûr d'avoir les conséquences sur la mère et sur le bébé. Bien sûr, le traitement, c'est symptomatique, d'accord. Bien sûr, euh, il faut bien sûr avoir une stabilité de la mère, d'accord. Bien sûr, le traitement des placentas prévia symptomatiques quand vous avez des métrorragies, d'accord, mais qui sont stables avec des pertes sanguines modérées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des petits saignements, d'accord, qui, bien sûr, ne retentissent pas surtout sur le fœtus et ça ne retentit pas réellement sur la femme. C'est des saignements répétés. Là, il faut bien sûr faire le bilan initial, d'accord? Et bien sûr, surtout si le fœtus il est prématuré, de faire bien sûr en sorte d'arrêter ces saignements pour pouvoir prolonger la grossesse. Alors, pour arrêter ces saignements-là, bien sûr, on doit avoir euh, une absence de retentissement chez la mère, ça veut dire un taux d'hémoglobine normal, le bilan qui est normal, d'accord, et bien sûr, absence de souffrance fœtale. Là, pour bien sûr arrêter ces saignements-là, comme la cause, c'est les contractions utérines, d'accord, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une tocolyse. C'est la même chose comme dans la menace d'accouchement prématuré. Bien sûr, l'intérêt, c'est d'aller le plus loin dans la grossesse pour échapper à la prématurité, d'accord? Généralement, on donne
les mêmes tocolytiques que dans la menace d'accouchement prématuré, à savoir soit les inhibiteurs calciques, soit, bien sûr, généralement, comment on appelle ça, l'atosipan, bien sûr, qui est un peu cher, mais il est très, très efficace. D'accord? Je pense que vous avez fait le cours MAPS, ça ne sert à rien de revenir dessus. C'est bien sûr les mêmes protocoles. Et là, vous surveillez, en donnant ces traitements-là, vous allez surveiller, bien sûr, la mère, les saignements, et bien sûr, surveiller le fœtus. Et si nécessaire, vous refaites les bilans. D'accord? Bien sûr, généralement, cette tocolyse, elle est efficace et on a tendance à avoir un arrêt du saignement. D'accord? Bien sûr, ajouté à cette tocolyse, on ajoute une corticothérapie pour la maturation, bien sûr, pulmonaire, fœtale, généralement la pétaméthasone, sinon la dexaméthasone, parce que c'est les deux corticoïdes qui passent la barrière placentaire. Bien sûr, en cas de rupture prématurée des membranes, là, il faut bien sûr faire une antibiothérapie prophylactique et bien sûr rechercher une cause qui ont déclenché ces contractions. Généralement, on ajoute à ces bilans-là un ECBU et un prélèvement vaginal pour voir est-ce qu'il n'y a pas une infection qui a entraîné, bien sûr, ces contractions utérines. Bien sûr, la surveillance en cours d'hospitalisation est principalement axée sur la tolérance hémodynamique maternelle avec, si possible, la quantification des pertes sanguines. Mais nous, généralement, on voit les garnitures des femmes qu'elles mettent, combien de garnitures elles ont utilisées. D'accord? Là, généralement, si le saignement s'arrête ou diminue, on continue, bien sûr, la tocolyse jusqu'à l'arrêt complet de ces métrorragies, puis on passe à la voie orale selon les protocoles. Mais si le saignement ne s'arrête pas, ou bien il y a une souffrance fœtale qui apparaît, ou bien la mère, elle tolère, bien sûr, son elle tolère mal, d'accord? Là, bien sûr, il faut aller extraire l'enfant, d'accord? Bien sûr, il est raisonnable, surtout si après que le saignement s'est arrêté, d'accord? Bien sûr, quand ça s'arrête, généralement, on a tendance à faire sortir la patiente et bien sûr, lui préconiser un repos à la maison. Il ne faut pas faire un repos vraiment bien sûr, très drastique, mais elle peut bien sûr circuler librement et aller à la toilette et tout. Mais il faut surtout éviter les rapports sexuels, d'accord? Parce que parfois, c'est eux qui sont déclencheurs. Et bien sûr, la conseiller d'avoir un repos, ne pas trop, bien sûr, faire de ménage ou bien faire. euh, Parfois, il y a des femmes qui aiment faire le sport. Il faut éviter bien sûr, toutes ces pratiques pour, bien sûr, prévenir les récidives des métrorragies. Et bien sûr, toujours faire un PV, CBU. Là, bien sûr, généralement, c'est comme ça qu'on prend en charge un PP, bien sûr, qui saigne. Bien sûr, si vous avez fait une échographie et vous avez trouvé, malgré que vous avez trouvé un placenta prévia type 4, d'accord, ça veut dire qui est recouvrant, d'accord. Là, si ça ne saigne pas, ça ne sert à rien de donner un traitement. D'accord? Si c'est asymptomatique, on laisse tranquille. Bien sûr, il ne faut rien faire. Juste, bien sûr, si la malade n'a pas fait de prélèvement vaginal ou bien de CBU, de le faire pour, bien sûr, éviter qu'il y ait une infection qui va nous déclencher. Mais
Si c'est asymptomatique, là, il n'y a rien. Il faut bien sûr respecter et ne rien donner. D'accord? C'est juste si il est symptomatique. Pour le mode d'accouchement, bien sûr, soit césarienne ou bien euh, accouchement en voie basse, là, bien sûr, c'est conditionné par le terme de la grossesse et surtout le siège de ce placenta, qu'il soit à distance du col, il affleure le col, ou bien bien sûr, il recouvre en totalité le col. Généralement, quand vous avez un placenta, bien sûr, recouvrant, c'est une césarienne. Il y a des équipes qui, même s'il est latéral, mais à 2 centimètres du col, ils acceptent la voie basse. Il y a d'autres, quand c'est inférieur à 2 centimètres, d'accord, quand c'est inférieur, c'est entre 2 et 1 centimètre, ils essayent quand même. Et il y a d'autres, ils vous disent inférieur à 2. Non, moi, c'est une césarienne. Ça dépend des écoles. Mais généralement, on tolère, bien sûr, les 2 centimètres. Quand c'est inférieur à 2 centimètres, là, c'est généralement, on prend une césarienne. Bien sûr, si vous avez accepté l'accouchement, si le placenta, par exemple, il affleure le col, ou bien il est à 1 centimètre, pendant le travail, vous allez surveiller la malade. Si elle commence à saigner, bien sûr, vous passez à la voie haute. D'accord? Mais le problème, ce n'est pas là, c'est quand est-ce qu'on intervient. D'accord? C'est à quel moment de la grossesse. Bien sûr, si vous avez euh, un placenta qui est asymptomatique, d'accord? Là, il faut aller, bien sûr, au-delà des 39 semaines, surtout si ce n'est pas un recouvrant. Si c'est un placenta recouvrant, à partir de 38 semaines, il faut faire attention parce que dès qu'il y a le travail qui se déclenche, on risque d'avoir un saignement important. Alors, il y a certains, ils hospitalisent les placentas recouvrants à partir de 38 et ils font la césarienne, bien sûr, à partir de 39 semaines. Ça, si le placenta n'est pas symptomatique. Bien sûr, quand vous avez un placenta latéral où vous avez accepté l'accouchement, d'accord, là, s'il est asymptomatique, là aussi, vous laissez la femme jusqu'à ce que le travail commence. D'accord? Alors, elle attend chez elle jusqu'à ce qu'elle ait un début de travail. Maintenant, si vous avez un placenta qui saigne, d'accord, vous avez un placenta qui saigne, bien sûr, vous avez donné les tocolytiques pendant, bien sûr, si la gestation est inférieure à 36 semaines, là, bien sûr, si ce traitement-là n'a pas réussi, que ce soit un recouvrant ou non, d'accord, si les saignements ne tarissent pas malgré le traitement et il y a bien sûr un retentissement parfois, là, bien sûr, il faut faire extraire le fœtus, d'accord, même si c'est un prématuré parce que vous encourez bien sûr le pronostic fœtal ou bien le pronostic maternel ou bien les deux à la fois. D'accord? Maintenant, si vous avez tendance à avoir un placenta qui saigne, mais dont la tocolyse elle a empêché, bien sûr, le saignement ou bien c'est des répétitions, bien sûr, qui ne sont pas très, très graves. On a des saignements périodiques qui sont minimes. D'accord? Là aussi, on peut aller loin et on va essayer de dépasser les 36 semaines. D'accord? Si c'est toujours stable, on peut bien sûr aller jusqu'à 38, voire plus. D'accord? Mais si c'est un recouvrant, d'accord, et qui a bien sûr saigné, ou bien il a tendance à saigner périodiquement, là, il faut faire votre césarienne à 38 semaines et ne pas attendre plus. D'accord? Pour vous résumer juste pourquoi c'est 38, 39, il faut savoir que les études ont démontré que une extraction du fœtus, quelle que soit bien sûr l'indication, quand c'est inférieur à 39 semaines, d'accord,
bien sûr, il y a la morbidité, elle est très, très augmentée. D'accord? Inférieure à 39 semaines par rapport quand on dépasse les 39 semaines. Même si on considère qu'un accouchement à 37 semaines, c'est un accouchement à terme. D'accord? Les différentes études ont montré que l'idéal pour faire soit une césarienne ou bien une extraction, il faut la faire à partir de 39 semaines. Mais quand vous avez, bien sûr, un risque sur la mère ou bien sur le fœtus, là, bien sûr, on peut le faire moins de 39 semaines. Bien sûr, c'est comme les diabétiques qui sont mal équilibrés. Euh, on les fait à 38 semaines, mais les diabétiques qui sont bien équilibrés, vous pouvez bien sûr dépasser les 39 semaines. Ça, c'est pour, bien sûr, les césariennes. Dans le placenta prévia, il faut savoir, selon, bien sûr, la symptomatologie, on préfère, si vraiment c'est pas très, très bruyant, il n'y a pas vraiment des métrorragies très, très importantes et qui ont tendance, bien sûr, à être périodiques, là, on peut aller loin. D'accord? Et pour l'extraction, c'est selon le siège. S'il est recouvrant, c'est évidemment une césarienne. S'il dépasse les 2 centimètres, là, on peut accepter la voie basse. Et bien sûr, à chaque fois, même si on a accepté la voie basse, si ça commence à saigner, on peut revenir en arrière et faire notre césarienne. Là, grosso modo, c'est ce que j'ai résumé ici. D'accord? Et là, on a fini avec, bien sûr, le placenta prévia. J'attends vos questions. Oui, quand je vous dis n'est pas beaucoup vascularisé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vascularisé. D'accord? Il est quand même vascularisé, mais ce n'est pas comme le fond utérin. D'accord? Mais il est vascularisé et ça a tendance à nous donner des saignements. C'est comme, bien sûr, dans les hémorragies de la délivrance, quand le placenta il est à ce niveau-là et il se détache, on aura, bien sûr, un saignement. Et encore plus, quand vous avez un placenta quelque part, d'accord, dans le segment inférieur, là où il s'insère, on a tendance à avoir des vaisseaux qui vont, bien sûr, essayer de se développer et de nous donner quand même une assez bonne vascularisation au placenta. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vascularisation, surtout quand on a un placenta qui est sur, euh, qui est sur le segment inférieur. Il entraîne bien sûr